Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Mignane Diouf. C'est le président du Forum social sénégalais. Mignane, bonsoir. Bonsoir, mon cher. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. C'est très partagé, j'avoue, c'est très partagé. J'aime bien ce que vous faites. Merci beaucoup, mon Machudo. Alors, vous êtes là pour le Forum social ouest-africain. C'est à Dakar, demain, 26 au 28, juin. Le thème gouvernance des biens communs et des ressources naturelles, enjeux et défis dans un contexte de crise sécuritaire et de guerre en Afrique et dans le monde. Quel mécanisme de suivi, évaluation pour un contrôle budgétaire, parlementaire et citoyen? Pourquoi ce thème? Mais d'abord, je vais être un peu provocateur. Votre sommet ou contre-sommet, juste au moment où Davos se tient. Donc c'est un contre-sommet finalement que vous faites, ou bien? Oui, c'est le hasard qui vous a servi tout simplement. Je voudrais vous féliciter d'abord, vous remercier de nous avoir invités, comme toujours, à être là avec vous. Et aussi remercier et féliciter ceux qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est une coïncidence, mais aussi bien réfléchi au moment où les géants du monde, comme ils se rappellent, se réunissent. Les peuples du monde aussi dégagent la voix des peuples du monde. Et le mouvement altermondialiste est une voix des peuples du monde, notamment les peuples du sud global. Le mouvement altermondialiste est né dans le sud au Brésil et a donc tout le temps constitué une voix alternative pour faire entendre le mal que vivent les populations, mais aussi donc pour faire dire aux décideurs du monde qu'en vérité le monde n'est pas une marchandise, c'est un don de Dieu. Et si vous pensez donc que vous devez réunir tout le temps pour voir comment vous accédez aux biens et aux richesses du monde à votre façon, c'est vous tromper. Et c'est envie d'accaparement qui fait qu'aujourd'hui le monde devient une sorte de jungle qui nous a poussé à dire dans le slogan du Forum social mondial, un autre monde est possible, c'est-à-dire un monde de paix, de justice, d'égalité et d'équité et de stabilité. Et comment cela va se passer avec ce thème, les intervenants, pourquoi avoir choisi justement? Alors, on a donc analysé la géopolitique mondiale aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez que le monde souffre aujourd'hui de beaucoup de foyers de tension. Le feu s'allume partout. Au Sahel, le feu s'est allumé pendant bientôt 15 ans au plus. Qui nous a même poussé finalement à devoir accepter la scission de la CEDEAO. Avec les pays de l'AES. Avec les pays de l'AES. Donc, ce foyer de tension aussi fait face, de l'autre côté, à d'autres foyers de tension en Afrique centrale. Goma, victime de ses richesses. Et depuis bientôt 20-30 ans, Goma ne peut pas vivre une stabilité. Pourtant, quand les avions du monde décollent, une partie de ce qui fait les fonctionner et décoller, ça vient de Goma. Quand le téléphone fonctionne, une partie des ressources qui font que ce téléphone puisse être assemblé, ça vient de l'Afrique à Goma particulièrement. Mais bon sang, pourquoi est-ce que nous sommes victimes de ce dont nous sommes riches aujourd'hui? Donc vous voyez que Goma, ça brûle. Et que même les négociations pour calmer Goma sont allées se faire aux États-Unis. Ça veut dire que donc l'Afrique n'est pas au cœur de la géopolitique pour contrôler la diplomatie mondiale, ou en tout cas y jouer un rôle important. L'autre foyer de tension aussi, c'est vers le Soudan, qui continue aussi à brûler, le Tchad. Je crois que donc tout cela fait que, en regardant la géopolitique, nous nous sommes dit l'Afrique ça brûle. Mais l'Afrique seulement ne brûle pas. Voyez ce qui s'est passé depuis 3-4 jours entre l'Iran et Israël. Qui est venu s'ajouter dans ce qui se passait entre Israël et la Palestine. Vous voyez aussi depuis bientôt 4 ans l'Ukraine et la Russie. Sans compter maintenant que dans les pays même dits stables, dans le Nord, dans les pays du Nord, les États-Unis, la France, l'Union européenne, vous voyez comment on est à la chasse de l'homme. On chasse le migrant, on chasse la peau noire, on chasse l'islamiste,
On chasse aussi dans le musulman. Bref, le monde va mal. Et le monde n'a jamais été aussi mal dans sa vie. Ceci donc nous pousse à dire, mais si ce sont les richesses qui font que nous sommes dans ces conditions de vie, est-ce qu'il n'est pas bon d'analyser la gouvernance de ces ressources? Parce que on ne devrait pas être victime de nos ressources. On devrait plutôt être tout à fait heureux d'avoir obtenu du don de Dieu dans nos terres autant de biens, mais c'est le contraire. Et là, vous établissez clairement une corrélation entre la cartographie des conflits et des guerres et la cartographie des ressources et richesses. Absolument. Finalement. Absolument. Donc, dans cette analyse géopolitique, de la géopolitique mondiale, mais nous nous sommes rendus compte qu'en mettant la carte du monde sur une table, vous voyez très facilement que tous les foyers de tension, toutes les guerres, tous les conflits, toutes les rébellions se trouvent dans des pays qui ont le don de Dieu d'être détenteurs de richesses naturelles. Ça veut dire donc que la cartographie des conflits du monde, des guerres du monde, correspond exactement à la cartographie des richesses du monde. Et alors donc, il faut se poser des questions. Est-ce que ça veut dire donc être riche en ressources naturelles devient un malheur, alors que ça devrait donc être une opportunité de développement? Voilà donc pourquoi on a dit, nous devons analyser cela et voir comment on peut faire de sorte que désormais ces richesses-là puissent être gérées d'une façon inclusive, participative, transparente, mais aussi faire de sorte que tous les investissements qui sont faits pour que ces richesses-là soient exploitées doivent se faire aussi dans un contrôle parlementaire, accentué par un suivi budgétaire dans lequel les sociétés civiles, les organisations qui travaillent sur ces questions-là contre la corruption, pour la transparence, puissent être donc associées. Et on a prévu d'avoir un atelier de haut niveau qui va rassembler des parlementaires sénégalais, maliens, bissau-guinéens, gambiens, etc. et vénézuéliens qui vont faire face dans une salle de négociation, de discussion, de dialogue à des leaders de la société civile et du patronat africain, et pour qu'on voie comment on peut faire de sorte que désormais nos États soient accompagnés dans une gestion transparente et inclusive pour éviter ce qui nous arrive souvent. D'ailleurs, vous voyez que souvent, quand un régime finit, on semble constater un peu partout que dès qu'un régime finit son mandat, il est accusé de quelque chose. De corruption, de malgouvernance, de détournement. Mais pourquoi quand un régime finit de gérer des choses aux États-Unis, personne n'entend parler de choses comme ça? Il faut donc avoir des mécanismes qui permettent, au-delà des structures de contrôle d'État, la Cour des comptes, etc., nous devons aussi donc travailler à avoir des citoyens capables d'alerter quand il le faut. J'ai entendu récemment au début de ce mandat du président Diomaye qu'on voulait donc avoir ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Ça a existé pendant longtemps. Il faut sans doute donc voir comment est-ce qu'on peut faire de sorte que ces lanceurs d'alerte puissent davantage fonctionner. Et quand on alerte, que cela permette à ce que le sapeur-pompier en image ne vienne pas, parce que quelqu'un a décidé tout de suite. Là, il faut décider pour que l'alerte soit prise en compte et en charge. Alors, Mignane, vous l'avez esquissé, les participants, un peu avant de commencer cet entretien, vous avez eu au téléphone des délégations qui arrivaient, notamment celle de la RD Congo, qui très intéressé par ce forum et ce qui se passe, vous l'avez souligné, dans le nord et sud de Kivu, Goma notamment, également. Donc, les participants, vous attendez plus de 250 délégués. Exactement. Tout à l'heure, quand je quittais le siège du Forum social, nous avions déjà enregistré 160 organisations qui se sont inscrites, réparties au Sénégal, en Afrique, en Asie, et un peu aussi en Europe et en Amérique latine. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand j'entrais dans vos studios, j'ai eu un coup de fil de la délégation de la RDC, dont certains viennent de Lubumbashi, très loin, certains viennent de Sud-Kivu, certains viennent de Kinshasa. Mais déjà, on a reçu aussi depuis hier l'arrivée des Latinos, les Afro-descendants de l'Amérique latine, du Brésil, du Venezuela. On a reçu aussi une délégation de 15 personnes venues de la Guinée-Bissau.
On a reçu ce matin une délégation de la Gambie de 12 personnes qui sont venues aussi pour le forum. Et en caravane, on a reçu une délégation aussi qui est venue du Burkina Faso, du Mali à côté, avec tout ce qui se passe comme risque. Ils ont bravé les risques et sont venus donc dans des bus, dans des cars, pour participer à ce forum-là, parce qu'ils disent, nous sommes conscients que ce qui nous brûle au Sud Kivu, au Congo, ce qui nous brûle dans le Sahel, ce n'est rien d'autre que la convoitise de nos ressources et de nos biens. Et que par conséquent, venir partager depuis le Congo, partager l'expérience du du Kivu et de Goma, ça peut être utile sans doute pour les acteurs qui interviennent ici en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pourquoi ils sont très nombreux à être là. Et justement, quelles sont les pistes de solutions pour ce qui se passe au Sahel, la RDC? Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, dans ces panels-là, on va échanger des expériences. Parmi les négociateurs du conflit en RDC, il y a parmi eux le responsable du Forum social congolais, donc les acteurs de la société civile qui suivent ça de près et qui participent à toutes les réunions. Ici aussi, en Afrique, il y en a parmi nous qui participent à la gestion des structures électorales, qui sont aussi des membres des conseils de transition au Mali, au Burkina, etc. On va donc essayer de voir dans un premier temps comment échanger des expériences, des informations sur ce qui se passe sur le terrain. Et en deuxième temps, voir maintenant quelles peuvent être les recommandations qu'on peut sortir de ces discussions et de ces panels, pour que quand le Congolais va rentrer, qu'il rentre dans sa valise avec un package de recommandations qui peuvent être censées être remises à qui de droit. Cela se fera aussi avec la Guinée, avec le Mali, le Burkina. Ici au Sénégal de même, on a informé l'État du Sénégal, a même invité le président de l'Assemblée nationale, et la cérémonie va être présidée par le haut représentant du chef de l'État, Madame Aminata Touré. À la fin aussi, on verra comment faire de sorte que ce qu'il y a d'important dans ces recommandations, qu'on voie comment est-ce qu'on peut les remettre, s'il le faut, à nos décideurs. Maintenant, libre à elles de voir qu'est-ce qu'ils en feront. Mais nous allons comparer des informations, analyser cette géopolitique davantage et prendre aussi des choses que les populations ont vécues de par les délégués qui sont venus ici, venant par exemple de Congo, de Lubumbashi, de la Guinée, etc. Et après ça, maintenant, on voit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va être décidé? Comme nous ne sommes pas des décideurs, on formule des propositions et des recommandations et on les partage avec vous de la presse et on les remet aussi aux décideurs. Et cela se passe au CICES? Ça va se passer au CICES pendant 3 jours. Du 26 au 28 juin. Mignane Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur